Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième table ronde de la journée qui va être consacrée à la flotte logistique. Quelle est la meilleure réponse écologique ? Entre contraintes réglementaires et impératifs environnementaux, le choix de véhicules utilitaires écologiques va évidemment au-delà d'un simple choix de conviction. Quelle solution aujourd'hui pour les professionnels du secteur qui sont soucieux d'enclencher ce levier de leur transition énergétique ? C'est la question autour de laquelle nous allons essayer d'apporter des réponses. Enfin, je dis nous, surtout mes deux intervenants que j'invite à se présenter maintenant. Je vais commencer par Philippe. Je m'appelle donc Philippe Semama, je suis le dirigeant du groupe Adelia, qui est un groupe de distribution dans l'hygiène professionnelle et dans le produit d'entretien textile. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, moi, je m'appelle Jean-Nicolas Ortevin, je travaille pour la société Fréquin et plus précisément l'entité Fréquin Business Solutions qui accompagne donc, les clients de Fréquin, qui est le premier loueur en Europe sur la partie décarbonation de leur flotte. Merci à vous d'être là, messieurs. Alors, la première question que je souhaiterais vous poser à tous les deux, c'est intéressant aussi d'avoir un acteur de la distribution parce que c'est forcément un logisticien, il n'a pas le choix, ça fait partie forcément de sa mission. Ma question est la suivante. La question des énergies du futur est quotidiennement présente dans l'actualité et elle est abordée à travers différents axes. La volonté politique, les infrastructures, les moyens de production, les technologies, les choix industriels qui sont effectués en fonction, les modes de transport, puisque chaque énergie n'est pas forcément adaptée à tous les types de transport, et enfin, la réglementation. Et c'est avec ce dernier point que je souhaiterais qu'on commence. Je voudrais qu'on précise en fait de quoi est-ce qu'on parle exactement. Quels changements ces nouvelles ou futures réglementations impliquent-elles et à quelles échéances ? Les échéances, on ne les connaît pas bien parce que les réglementations qui sortent sont des réglementations qui sont extrêmement contraignantes, notamment sur le transport, si on parle de transport bien sûr, et on assiste que depuis quelques années à des échéances qui se repoussent. Et notamment, il y en a une que j'ai en tête, je pense que vous la connaissez aussi bien que moi, c'est cette notion de mise en place de zones de faible émission autour des agglomérations, qui était normalement à mettre en place, je crois, en 2024 ou 2025, et qui, semble-t-il, est repoussée à 2030. Voilà. Donc, repoussée à 2030, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les solutions, et je pense que mon acolyte va mieux en parler que moi, nous, en tant que distributeurs, on est client de la société Fréquin, donc on travaille avec la société Fréquin. J'ai pas fait exprès. Hein. Non, et on se connaît puisqu'on travaille ensemble, et on les challenge vraiment souvent pour essayer de trouver des solutions les plus écologiques pour distribuer auprès de nos clients les milliers de bons de livraison que nous faisons tous les jours. Et les solutions ne sont pas pléthoriques. Pour l'instant, quand vous faites du transport, notamment du transport de pondéreux avec soit des véhicules légers, des VL, soit des poids lourds, les solutions ne sont pas non plus pléthoriques et très larges. Voilà. Jean-Nicolas. Donc pour compléter la réponse, alors on va faire un rapide tour d'horizon et on va revenir un petit peu sur les origines européennes. Donc c'est le Green Deal, c'est le Fit for 55 qui demande, enfin en tout cas qui impose à ce que le continent européen soit le premier continent au monde à avoir le transport décarboné. Donc derrière, ça impliquait plusieurs lois rétroactivement qui sont mises en place en France. Alors la première, c'est la loi de 2019, la loi LOM. Vous en avez peut-être entendu parler parce que ça a mis un petit peu en place les crédits mobilité, les premières ZCR qui sont les anciennes ZFE. Et en 2021, il y a une petite accélération avec la loi Climat et Résilience qui, elle, a saupoudré un petit peu plus accéléré la mise en place des ZFE dont vous parliez à l'instant. Et tout un tas d'autres choses autour. Et les choses importantes qui sont à prendre en considération avec Climat et Résilience, c'est la fin. Alors, il y a eu beaucoup d'atermoiements et beaucoup d'échanges ces 2 dernières années sur la fin des motorisations thermiques. En tout cas, c'est acté maintenant. 2035, ce sera la fin de la vente des véhicules utilitaires à motorisation essentiellement thermique. Donc ça, c'est le premier socle, 2035. 2040, ce sera les poids lourds. Et la manière la plus vertueuse d'arrêter tout ça, et on voit que c'est l'élan qui a été donné par les constructeurs de véhicules légers, c'est l'électrification des flottes pour arriver justement à une partie à des émissions de CO2 les plus faibles possibles. Et pour en venir sur les ZFE, juste une petite précision,
Alors, 1er janvier 2025, il y a 42 ZFE qui vont être mis en place en France. Il y a eu un petit rétropédalage cet été, ce qui fait que ça a apporté un peu de flou. Je vais peut-être juste préciser l'acronyme de ZFE pour ceux qui ne savent Alors, pas. une ZFE, c'est une zone à faible émission de particules. Et en l'occurrence, on est sur les particules fines et les NOx. Donc, ce sont tous les polluants locaux. Il n'y a pas de focus sur la partie CO2. Et c'est ça où il y a une espèce de dichotomie entre la volonté de mettre en place des ZFE et la loi européenne. OK. Alors, deuxième question. Cette transition énergétique environnementalement vertueuse, est-elle économiquement viable quand on est sur le terrain et face à l'ambition justement gouvernementale d'accélérer, même si là il y a une petite temporisation, j'ai l'impression, mais d'accélérer quand même sur le volet des transports. Sur le terrain, voilà, comment ça se passe, Philippe? Alors aujourd'hui, quand on veut investir sur de l'équipement de livraison électrique, forcément on a une valeur ajoutée en termes de coûts, on dépense plus tout simplement. Et donc ça veut dire aussi qu'il faut travailler autrement, travailler différemment, il faut se rapprocher des villes, parce que la logistique, le coût logistique dans une entreprise comme la nôtre déteste les kilomètres. Et donc plus on est loin, plus forcément les coûts sont importants. Donc dans la démarche environnementale d'une entreprise de distribution comme nous, on est obligé de rester à proximité des villes, à proximité des ZFE, pour gérer au mieux cette notion de logistique du dernier kilomètre. Voilà. Et donc oui, ça a un impact. Alors forcément, on a tous tendance à penser que quand on met en place des véhicules électriques, le coût de charge d'un véhicule électrique est moins onéreux que le plein de gasoil, ça c'est certain. Sauf qu'on a d'autres contraintes. Le temps, c'est de l'argent. Et pour charger un véhicule électrique, ça prend beaucoup plus de temps que de remplir un réservoir de diesel ou d'essence. Voilà. Donc il y a des coûts induits et ça, on peut pas raisonner en coût direct où ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. Cette transition écologique, elle nous oblige à réfléchir autrement, à travailler autrement, à optimiser nos tournées de livraison. Et pour ça, il faut aller chercher des solutions qui soient des solutions de digitalisation, notamment de tournées de livraison. C'est ce qu'on fait nous. On gère une quinzaine de milliers de livraisons par mois. Donc on n'est pas loin entre 800 et 1000 livraisons jour au départ de nos bases logistiques. Et forcément, si demain on est amené à transformer notre parc, on devra réfléchir autrement sur l'organisation de nos tournées de livraison. Voilà. Jean-Nicolas ? Donc moi, pour compléter, alors nous on a une approche un peu plus terre à terre. Forcément, nous on fournit les véhicules. Donc c'est vrai que pour étayer un petit peu ce qui est dit sur la partie véhicule électrique, si on résume, si on réfléchit juste en bas de page, un véhicule électrique, véhicule utilitaire ou véhicule poids lourd, c'est 4 fois plus cher qu'un véhicule thermique à l'achat. Sauf qu'on ne peut pas avoir cette approche de dire ça coûte 4 fois plus cher, c'est bien ce qui vient d'être dit. Et il faut avoir une réflexion un peu plus globale sur le coût d'avitaillement et sur le coût de détention global du véhicule. Alors oui, c'est 4 fois plus cher, ça a été dit, le prix du carburant est moins cher. Le problème, c'est l'avitaillement en itinérance et c'est l'autonomie qui est associée au véhicule. Donc ça nécessite de réfléchir entièrement les schémas logistiques d'approvisionnement, c'est ce qui a été dit, mais c'est vraiment nous le ressenti qu'on a. Tant que les technologies n'auront pas évolué encore, on est sur une approche qui doit être encore totalement différente. Et vraiment cette sensibilité du coût de détention global, plutôt que d'un coût d'achat en bas de page, c'est vraiment la pierre angulaire de l'approche. Et après, c'est vrai que c'est quand même compliqué pour le client final qui, lui, accepte la transition énergétique. Il accueille les bras ouverts, il dit oui, moi je veux le faire. Mais quand en bas de page, il voit il y a quelque chose qui choque et il n'est pas forcément toujours d'accord pour prendre la plus-value à sa charge. Nous, on a fait une tentative l'année dernière, en 2022, de mettre sur la région parisienne un véhicule de livraison au gaz naturel liquéfié, le GNL. Bon, manque de peau, on est arrivé au moment du début de la guerre en Ukraine et le coût du gaz a explosé, donc ça n'a pas été très probant.
Voilà. Mais a priori, quand on a pris cette décision, on l'avait pris parce que justement, tous les modèles économiques tendaient à prouver que l'utilisation d'un camion au GNL était plus économique qu'un camion en termes de consommation au diesel classique. Voilà. Donc ça n'a pas été une super expérience pour nous parce qu'on est arrivé au mauvais moment. On espère que le gaz, à un moment donné, va s'inverser en termes de coûts, mais ça a été une expérience qui a été plutôt douloureuse qu'autre chose en termes de coûts directs. Hein. Je parle en termes de coûts directs. D'accord. Alors la France, évidemment, s'inscrit dans une logique européenne. On sait combien la réglementation pèse, enfin voilà, les décisions politiques, les stratégies, tout là-haut. Hein. Est-ce qu'on peut s'attendre à une cohésion et une cohérence au niveau de l'UE sur ce sujet-là, dans la mesure où, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, il me semble, elle a décidé que d'ici 2050, nous serions le premier continent à avoir décarboné le monde du transport. Est-ce qu'on est sur une telle disparité, en fait, en vérité, au niveau des pays? On va rester sur le thème de l'électricité, parce que c'est quand même un peu le cœur du système sur le système européen. Si on regarde nos confrères allemands ou même polonais, ils n'ont pas les mêmes enjeux en termes de décarbonation. Typiquement, ils ont quand même une énergie électrique très carbonée. Nous, la nôtre, elle est quand même très bas carbone. Donc forcément, nous, les véhicules électriques, on a intérêt à en faire pour décarboner très fortement notre parc, mais eux encore plus. Et donc les aides qui peuvent être adossées à ce type de véhicules dans les pays allemands et polonais sont nettement plus à l'avantage de ce qui existe en France. Et encore une fois, il faut que chaque pays se donne les moyens. Alors là, on fait un focus sur l'électrique, mais si on fait un focus sur le bio-GNV, donc vous avez parlé du GNL, donc qui est le gaz naturel liquéfié. Okay, il y a également le gaz naturel compressé. En France, on a la chance d'avoir, avec l'ensemble de la collecte de la filière, des déchets qui peuvent être biométhanisés et donc récupérer du bio-GNV. Et malheureusement, ce carburant-là, cette énergie-là, elle est très très peu appréciée en Europe. Et pourtant, c'est un vecteur de décarbonisation assez rapide. On annonce pratiquement 60% de gains de CO2 sur du bio-GNV versus un véhicule thermique. Et donc, il y a vraiment des questions à se poser, mais on se rend compte qu'en effet, chaque pays doit mettre en face sa propre politique. Nous, on l'a fait avec la loi climat résilience et l'homme. D'autres pays le font également, mais chacun à leur échelle. Mais en tout cas, on n'est pas tous dans la même échelle de temps. Moi, ma petite expérience européenne, c'est que je suis président d'un groupe européen de distributeurs qui font le même métier que moi. Donc c'est des échanges que nous avons effectivement avec des sociétés qui sont semblables à la mienne. Et très clairement, il y a aussi une prise de conscience énorme dans tous les pays européens, et particulièrement quand on est en Allemagne, quand on est en Hollande, etc., etc. Un peu moins en Italie des fois. Mais la volonté, en tout cas les échanges qu'on peut avoir sur ces sujets-là sont récurrents. Et on essaie de travailler aussi ensemble à nous comparer, à nous benchmarker par rapport aux solutions qu'on trouve dans nos propres pays. Voilà. Donc il y a une volonté maintenant. Est-ce qu'on arrivera en 2050 à obtenir les résultats que nos politiques ont ciblés? Ça, je ne sais pas répondre. Je sais pas répondre. Surtout quand on lit l'actualité récente où on a un peu l'impression qu'il y a de temps en temps du rétro-pédalage sur un certain nombre de sujets en matière d'environnement. Voilà. C'est vrai. Alors, Jean-Nicolas, je voudrais vous demander si vous avez une visibilité chiffrée sur l'ensemble du parc roulant en France qui serait converti à une alternative plus responsable et éventuellement de façon encore plus focus sur le secteur de l'entretien textile, bien entendu. Alors, justement, je vais vous présenter une diapositive. Une petite slide. Des diapositives. Alors, c'est compliqué de vous communiquer les chiffres liés au métier du textile et de la blanchisserie. Par contre, ce que vous pouvez voir sur ce diagramme, ce sont les données issues de la Fédération française de la carrosserie qui retranscrivent l'ensemble des véhicules immatriculés depuis le début de l'année. Alors, le camembert de gauche, donc c'est le marché des véhicules utilitaires, donc véhicules inférieurs à 3,5 tonnes. Vous voyez que d'une manière générale, la marée verte qui est annoncée, on en est quand même très très loin. On voit que les véhicules essence et les véhicules hybrides restent en grande majorité sur ce segment-là. En tout cas sur les nouvelles énergies, parce que le diesel remporte encore une grande majorité avec plus de 75% des voix. Et si on est sur la partie poids lourd,
Donc là, on est sur le camembert de droite. Donc, on se concentre sur la partie extérieure, vous l'avez bien compris. Donc là, on est sur le gaz, qui est l'énergie la plus vertueuse, en tout cas la plus mûre technologiquement, et qui permet, en tout cas, qui permettait d'accéder aux ZFE les plus restrictives. Donc maintenant, vu qu'on a une ouverture des ZFE au niveau des poids lourds et qui est uniquement concentrée sur les véhicules utilitaires, donc ça va peut-être un petit peu redistribuer les cartes par rapport à ça. Mais d'une manière générale, on voit que le gasoil reste majoritairement immatriculé sur les segments poids lourds et véhicules utilitaires légers. Du coup, je vais peut-être rebondir là-dessus pour poser une question à Philippe, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous présidiez un groupe au niveau européen de personnes qui font le même métier que vous. Est-ce que vous avez une visibilité du coup là-dessus? Vous constatez aussi une certaine hétérogénéité? En fait, ce que je constate, si vous voulez, nous, on est pollueurs, mais on n'est pas pollueurs qu'en livraison. On est aussi pollueurs quand on visite nos clients, puisqu'on a globalement, entre nos équipes techniques et nos équipes commerciales, à peu près 150 véhicules tous les jours sur le terrain. Le constat que je fais auprès de mes confrères européens, il est le même que celui que nous faisons en France. Aujourd'hui, sur les livraisons, les solutions sont extrêmement faibles. On est bien entendu rentré dans le cadre de certification Euro 6. On a Euro 6, il y a un Euro 7, je crois, qui arrive, mais on n'est pas très sûr de ce que ça va changer. C'est ce que j'ai compris en me renseignant auprès de mes responsables logistiques. Donc on est bien entendu en Euro 6, qui est une norme en fait de pollution minimum en poids lourd, hein, c'est oui, ça? C'est ça, c'est les émissions de particules fines. Donc on est en Euro 6 en livraison. Alors on a des tentatives à droite et à gauche, notamment sur des centres-villes où on essaie de livrer avec des triporteurs, mais ça reste insignifiant par rapport à la masse de livraison que nous faisons. En revanche, là où nous travaillons activement, c'est sur les flottes qui polluent et qui sont les flottes de nos commerciaux et de nos techniciens. Voilà. Et là, il y a plus de possibilités parce qu'on va trouver des camionnettes de techniciens qui vont avoir donc une autonomie plus grande. On va arriver à du 400-500 km. Quand vous travaillez dans des zones urbaines, ça le fait, on y arrive. Et en plus, ce sont des camionnettes qui finalement n'ont pas de pondéreux. Un des problèmes avec l'électrique, c'est le pondéreux. Plus vous mettez du poids dans un véhicule et plus la consommation électrique est grande. Donc nous, on est plus dans cette démarche aujourd'hui et on attend de la part de nos constructeurs et de nos fournisseurs des solutions sur la partie transport. Voilà. Et on en est tous à peu près au même point hein, quand on discute avec nos collègues européens. Ils en sont là. Équipe commerciale, équipe technique, oui. On commence à mettre des bornes de recharge un peu partout. Il y a un problème quand même de recharge quand on est itinérant, il y a toujours un problème de recharge. Donc nous, on met des bornes de recharge dans toutes nos plateformes. Voilà. Mais à destination des véhicules de commerciaux ou de techniciens. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que je sais de sources sûres qu'il y a un déploiement très très fort sur d'Enedis au niveau des bornes de recharge. Hein. C'est en plein boom chez eux. Juste pour compléter, et c'est ce qui est dit en fait, hein, c'est que l'électrification, c'est un tapis rouge sur la partie véhicules utilitaires et véhicules particuliers. Enfin, de toute façon, les constructeurs n'ont pas le choix. On est sur des autonomies qui sont croissantes. Je prends un exemple. La première génération de Renault Master, elle était annoncée à 100 km. Donc 100 km, dans les métiers, ça remplit aucun des critères. C'est pas possible. Maintenant, on est sur des nouvelles technologies. Ils annoncent 200 km. Bon, on commence à se rapprocher de quelque chose de plus vertueux et en tout cas qui est plus sensé par rapport à une activité. Reste à imaginer qu'avec les évolutions technologiques et la massification qui va s'en suivre, on va être sur des autonomies qui sont encore un peu plus abouties et qui seront aux alentours de 400 km et qui, dans ce cas précis, en urbain ou périurbain, rempliront une multitude de tâches pour être plus polyvalents et pourront se recharger le soir tranquillement au dépôt sans qu'il y ait des coûts d'avitaillement qui viennent impacter de manière assez conséquente le résultat de l'entreprise. D'accord. Jean-Nicolas, en fait, alors encore une fois, je le redis, je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas que vous travailliez ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire avec quels acteurs du marché vous travaillez, quels blanchisseurs vous travaillez et quelle position est-ce qu'eux, ils adoptent sur cette question? Bon, pas de teasing. On travaille avec Adelia.
On travaille également avec les grands noms du secteur, Initial, Calige, et puis certains faiseurs régionaux également. Du cercle du propre? Pardon? Du cercle du propre? Oui. Ouais. On a une flotte globale, en tout cas sur ce marché-là, qui est un peu inférieure à 600 véhicules, avec un mix qui est quand même nettement plus orienté sur les véhicules poids lourds que sur les véhicules utilitaires. Okay. D'accord. Et avec quel choix, quelle orientation Alors, c'est bien là où c'est compliqué parce qu'on doit accéder au centre-ville. Ouais. Donc, qui dit centre-ville et rapide rétropédalage sur les ZFE entre maintenant et il y a encore un an. Il fallait, en tout cas pour Paris, qui avait des ambitions de décarbonation très fortes avec les JO en fond de trame, pour avoir des vignettes critères 1. Donc, vignette critère 1, c'est critère véhicule fonctionnant au GNV, au biocarburant baissant exclusif et électrique. Et hydrogène, ça c'est dans le futur. On en parlera peut-être tout à l'heure. Un peu plus lointain. Donc, l'ensemble des acteurs se pose la question de savoir quelle est la meilleure énergie qui va correspondre à leur contrainte d'activité. Et nous, on est là pour les accompagner. Et on est bien sûr d'une chose, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas une seule énergie qui va supplanter les autres. Et qu'il faut bien prendre en considération les contraintes d'exploitation pour proposer la meilleure énergie qui sera la plus adaptée, justement. Mais c'est là où c'est compliqué parce que ça évolue très très vite. Oui, mais en fait, ça fait le lien avec la question suivante que je souhaitais vous poser pour essayer de cerner justement quels sont les besoins, les enjeux et les objectifs sur le marché en raisonnant plutôt métier, puisque voilà, c'est pas forcément les mêmes problématiques. Donc, est-ce qu'on peut essayer de voir ensemble quelle différence d'une entreprise à une autre, si on parle de la blanchisserie industrielle à un distributeur, sur la façon d'aborder cette problématique qui est inscrite dans leur volet RSE? Philippe, peut-être là-dessus? Sur les sujets RSE, ils sont omniprésents chez nous parce que notre clientèle, quelle qu'elle soit, ça démarre souvent sur la grande clientèle. On est de plus en plus challengé sur tout ce qui se met en place à l'intérieur de l'entreprise. Mais ça ne couvre bien entendu pas que le transport. Le transport est un des éléments sur lesquels on nous demande des comptes, parce que nous avons des clients qui sont dans une démarche de bilan carbone très avancée. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation absolue de pouvoir produire à nos clients le coût carbone d'une livraison. Voilà. Donc on va assez loin et pour ça nécessite beaucoup d'informatique, de digitalisation. Donc la démarche RSE, elle est omniprésente chez nous. Dans un groupe comme le nôtre, on est obligé de, bien entendu, avancer vite. Et on a un certain nombre de démarches actuellement pour faire avancer la preuve, en tout cas, qu'on est vraiment en avance sur le sujet. Donc nous, nos clients nous sélectionnent aussi en fonction de la capacité que nous avons à transformer sur le plan écologique notre groupe. Voilà. Dans la mesure où après, eux le répercutent. Exactement, parce qu'ils sont tous aussi dans cette démarche-là et ils veulent travailler avec des entreprises qui nous demandent est-ce que vous avez des véhicules électriques, quel est le coût carbone d'une livraison, comment peut-on faire pour réduire le coût carbone entre vous et nous, etc. etc. Donc, ça va très vite, ça va très vite. Quoi. Le transport va moins vite, les camions vont moins vite, mais en tout cas, la démarche, elle va vite. Jean-Nicolas? Oui. Juste peut-être un focus sur la partie RSE en fonction des tailles des sociétés. Parce qu'en effet, les sociétés maintenant, plus de 500 personnes ont dans l'obligation d'établir un bilan carbone. Et en fonction des activités, bien entendu, le transport est une activité plus ou moins importante. Et forcément, si on prend une blanchisserie, elle a peut-être moins d'impact carbone que nos grands comptes avec lesquels, justement, ils ont une flotte de véhicules assez importante et sur lesquels il faut avoir un impact assez rapide pour pouvoir les accompagner sur cette partie-là. D'accord. Question pour vous, Jean-Nicolas. Quel choix votre entreprise, donc Fréquin, a-t-elle fait pour adapter son offre, que ce soit en matière d'investissement, de recherche et développement, de renouvellement du parc?
Alors, vaste question. Dans le contexte actuel, Fréquin, donner quelques chiffres, c'est 55 000 véhicules en location longue durée, avec une répartition 50-50 entre du poids lourd et du véhicule utilitaire. Et dans ces 55 000 véhicules, alors ça va peut-être vous paraître relativement faible, il y a 1500 véhicules qui sont en énergie alternative. Oui, effectivement, ça paraît peu. Mais la transition énergétique, il ne faut pas oublier qu'elle a 3 ans à son actif. Donc, c'est quand même, enfin, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, on met le pied à l'étrier et on accompagne nos clients. Donc, dans ces 1500 véhicules, il y a 800 véhicules qui sont des véhicules électriques. Donc, les véhicules électriques, vous l'avez compris, sont essentiellement des véhicules utilitaires. Et le reste, réparti moitié-moitié entre les biocarburants et le GNV. Donc, nous, l'accompagnement qu'on fait, au niveau investissement, déjà, c'est accompagner et sensibiliser nos clients sur les bonnes énergies. Mettre en place des plans de renouvellement en anticipant le respect de la loi LOM, parce que, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais la loi LOM, si vous ne respectez pas un certain cadencement au niveau du renouvellement de votre flotte, vous êtes susceptible de payer des pénalités. Alors pour le moment, c'est une belle épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes. Il n'y a aucune pénalité qui existe, parce qu'en bon pays latin, tant qu'il n'y a rien, on prend notre temps. Mais on peut imaginer que d'ici peu de temps, et normalement c'est ce qui est annoncé d'ici 2024, il y a des pénalités qui s'appliquent. Et après, toujours dans cette partie développement, et en tout cas, on a l'ensemble de nos ateliers qui sont labellisés GNV, c'est une première chose. En ce moment également, donc c'est l'électrification, en tout cas c'est la labellisation de nos ateliers pour pouvoir entretenir les véhicules électriques. Et chose qui n'est pas sans conséquence, et on l'a abordé brièvement tout à l'heure, c'est l'installation des IRVE, donc c'est les bornes de recharge sur nos sites, en faisant un focus sur les villes qui sont les plus exigeantes, donc en l'occurrence Lyon, Paris, pour le site Excel là, Grenoble, qui, bien que ce ne soit pas des ZFE, a un niveau d'exigence très important, et au fur et à mesure développer l'ensemble des systèmes d'installation sur l'ensemble de nos 124 agences. Je ne sais plus si on a prévu là tout de suite après d'en parler, mais je vais en parler maintenant. La place de l'hydrogène, on en entend beaucoup parler, hein, ça a l'air très prometteur. Alors, la place de l'hydrogène, l'ensemble des constructeurs s'accordent à dire que d'ici 2030, l'hydrogène sera disponible. Alors, quand on parle d'hydrogène, il y a différentes nuances d'hydrogène, il y a différentes couleurs d'hydrogène. Si on veut avoir une émission carbone la plus neutre possible, on parle d'hydrogène vert, ou en tout cas d'hydrogène renouvelable. Si c'est pour avoir de l'hydrogène noir, donc issu du charbon, autant continuer à s'approvisionner en diesel, ce sera aussi bien. Effectivement. Philippe, là-dessus? Non, d'accord. Alors, Jean-Nicolas, vous avez identifié là tout à l'heure des leviers hein, du coup pour progresser sur le sujet. Quels freins est-ce que vous identifiez également? Peut-être Philippe? Les freins, ils sont ceux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez mettre en place des véhicules électriques, il faut pouvoir les charger. Si vous voulez mettre en place des véhicules électriques, il faut réduire le poids de ce que vous transportez. Donc nous, on est aussi dans cette démarche-là. On doit aussi, pour la même utilisation, essayer de vendre des produits qui soient moins pondérés, plus concentrés. C'est toute la démarche qu'on a mis en place depuis maintenant 5-6 ans autour de notre plan Océania, où on fait de plus en plus de produits concentrés. Donc plus on ira vers des véhicules qui auront un impact en termes d'économie, notamment lié au poids, et plus nous devrons trouver des solutions pour réduire le poids de ce qu'on livre. Voilà. C'est intéressant hein, ce que vous dites, Philippe, parce qu'on ne soupçonne pas, je pense, l'impact en réalité que ça peut avoir sur l'amont en production, justement, en fabrication des produits. C'est super intéressant. Moi, je vais juste compléter. C'est vrai que forcément, la partie ravitaillement, elle est importante. Et quand on voit les coûts des installations électriques sur site, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fonction des installations, on dépasse quand même facilement 200 000 €. Derrière, les capex des véhicules aussi qui sont relativement importants. Donc, ce qui est important de mon point de vue, c'est de créer l'écosystème justement qui va permettre de réduire les coûts à court terme pour que justement on arrive sur des coûts de détention sur des véhicules électriques qui se rapprochent des véhicules poids lourds.
Nous, on a des sujets aussi qui sont des sujets de charge. C'est-à-dire qu'on met en place des véhicules donc pour les commerciaux ou pour les techniciens électriques. La question qui se pose immédiatement, c'est où est-ce qu'ils vont charger quand ils rentrent avec le véhicule chez eux? Ça, c'est une vraie question. Quand ils viennent à l'entreprise, il n'y a pas de problème. On a installé des bornes. Par contre, quand ils sont éloignés de l'entreprise, comment font-ils pour se charger? Donc là, vous avez deux questions qui arrivent. J'habite en milieu collectif ou j'habite en maison individuelle. Si vous êtes en maison individuelle, ben, vous devez trouver la solution pour que votre collaborateur il puisse mettre en place un système de charge. Et là, la question qui arrive, c'est qui finance? Voilà. Comment on finance aussi le système de charge d'un véhicule technique ou commercial à qui on a donné un véhicule électrique? Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux et beaucoup de questions qui arrivent. À partir du moment où vous prenez la décision de dire oui, je vais aller vers un parc de véhicules électriques, il y a d'autres questions qui arrivent derrière. Voilà. C'est vrai. Et justement, Jean-Nicolas, vous, quel type d'accompagnement aux énergies de transition vous proposez à vos clients, en fait? Alors, c'est relativement large. La première qui me vient en tête, c'est la compensation carbone. Alors, la compensation carbone, alors, on travaille avec l'ONF sur ce sujet-là. Et pourquoi la compensation carbone et la séquestration? Parce qu'on se rend compte que si on veut avoir une action rapide sur l'environnement, c'est le meilleur levier parce que, on l'a indiqué, il y a une profondeur de marché et une maturité du marché qui n'est pas encore, qui n'est pas encore présente. Mais ce premier levier, ce n'est pas forcément ce qui est le plus impactant. Il y a aussi toute l'approche avec la partie télématique et analyse justement du comportement des conducteurs avec justement une approche dite éco-conduite. Mais c'est plus la sensibilisation des conducteurs sur le changement d'énergie parce qu'on ne peut pas conduire un véhicule électrique ou en tout cas un véhicule avec une nouvelle énergie comme on conduit un véhicule thermique. C'est vrai. Un véhicule thermique. C'est important de le dire aussi. Il n'y a pas trop de problème. Enfin, on sait tous, on accélère, on anticipe. Un véhicule électrique, vous avez une pédale, vous accélérez, vous freinez. Donc ça nécessite d'anticiper énormément plus pour que potentiellement vous puissiez recharger vos batteries en même temps et accroître l'autonomie de votre véhicule. Je vais anticiper sur une autre question que j'avais prévue plutôt à la fin, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on parle de ça. Justement, éco-conduite, action pédagogique, j'ai envie de dire, auprès des conducteurs. Comment la télématique et les logiciels, et peut-être même aujourd'hui et demain l'intelligence artificielle, peuvent être des alliés intéressants pour appréhender au mieux le poste, voilà, justement, c'est cet aspect-là. Il me semble, Philippe, que vous m'aviez dit que vous aviez mis en place quelque chose. On gère 800 livraisons jour. Donc, on a un portefeuille de commandes tous les jours à gérer et à expédier auprès de nos clients. Et pour ça, on se fait aider d'informatique, puisqu'on met en place des logiciels qui prennent en considération l'ensemble des portefeuilles de commandes que nous avons à livrer et qui optimisent les tournées de livraison, qui intègre dans les tournées de livraison la notion de trafic, bien entendu la notion de kilomètre, la notion de trafic, qui intègre aussi la notion de respect des horaires. Et donc là, on évolue beaucoup vers une digitalisation de l'optimisation de nos tournées de livraison. Voilà. Chez nous, un chauffeur-livreur part avec entre 15 et 20 stops à faire par jour, selon les moments. Et dans des zones comme l'Île-de-France, vous avez plutôt intérêt à démarrer par l'endroit qui va vous coûter le moins en temps. Et pour ça, on met en place des logiciels qui récupèrent, un logiciel particulièrement, qui récupère l'intégralité de notre portefeuille de commandes et qui optimise les tournées et qui construit les tournées, chose que nous faisions avant avec un classique dispatcher humain. On le fait maintenant avec un logiciel informatique. Jean-Nicolas, là-dessus? Nous, on n'a rien réinventé, on a fait un peu la même chose. On propose une offre d'optimisation de tournée également, où on allie forcément la télématique et un algorithme qui permet, en fonction des éléments collectés, d'optimiser justement les tournées, réduire les consommations, parce que ça reste le nerf de la guerre. Et puis, surtout, c'est l'optimisation qui reste le mot-clé de ce sujet. D'accord. On entend souvent parler du dernier kilomètre de livraison.
Donc l'étape la plus courte dans la chaîne de transport, mais apparemment la plus coûteuse aussi et la plus complexe. Quelle solution rentable et éco-responsable on peut imaginer et où utilisez-vous ? Le sujet, c'est d'être proche de nos clients. Donc c'est pour ça que nous, on a un maillage qui est assez grand et nous ne sommes pas présents dans des régions où nous n'avons pas une base logistique à moins de 150 km de nos clients. Très clairement. Donc la logistique du dernier kilomètre, elle passe forcément par des relais de plateformes qui soient en proximité des zones de consommation et des zones de livraison. Sinon, et encore une fois, comme je le dis, dans nos produits, hein, dans l'entretien textile ou dans l'entretien en général, les produits ont horreur du kilomètre parce que ça coûte très cher. Et les prix auxquels on vend et la valeur des produits ne supportent pas de grandes distances. Donc la logique, c'est d'être proche des centres de consommation. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents sur les agglomérations où nous avons des plateformes logistiques qui sont à moins de 100 km, 150 km des lieux de consommation. D'accord. Jean-Nicolas ? Compliqué de répondre. Éco-responsable, à moindre coût. Il y a quelque chose d'antinomique en ce moment dans l'approche. Certains clients se posent la question de la cyclo-logistique. Mais encore faut-il avoir un hub, enfin en tout cas un dépôt en hyper centre-ville où on puisse déposer l'ensemble des colis pour que ça puisse être réaffecté à droite à gauche. Maintenant, avec la cyclo-logistique, enfin, en tout cas, il y a des solutions qui existent avec des remorques avec assistance électrique qui permettent de charger pratiquement autant qu'un 3,5 tonnes. Donc on est pratiquement sur 800 kg de charge utile. Mais encore une fois, faut-il voir comment c'est ordonnancé, comment est-ce que les affaires peuvent être mis dedans et relivré par ailleurs. Donc on est sur une scalabilité qui est quand même assez compliquée encore à mettre en œuvre sur cette activité-là en tout cas. On constate qu'il y a quand même des choses assez antinomiques parfois. Hein. Effectivement, c'est pas simple. Une question pour Philippe. Et c'est un projet qui est cher à votre cœur, je le sais. En 2018, Adelia a posé les bases d'un projet qui s'appelle Océania. Suite à un constat très simple, notre planète est en danger. Et ça, là-dessus, quelles actions, Philippe, est-ce que vous avez déjà conduites, et notamment en matière de transport, et celles qui seraient à venir ? Beaucoup. 2018, ça fait maintenant 5 ans. Donc en 5 ans, imaginez-vous qu'on a beaucoup progressé, beaucoup évolué. Ce plan Océania, il était basé sur 6 critères. La gestion des déchets, mettre de moins en moins de plastique sur le marché, accompagner les clients pour utiliser de moins en moins d'eau et d'électricité, digitaliser notre métier. En 5 ans, on a fait beaucoup d'actions. Moi, je suis parti du constat qu'on était très pollueurs. Alors parce qu'on transporte et qu'on utilise des camions pollueurs, mais aussi parce qu'on met énormément de plastique sur le marché. On vend des produits d'entretien textile, des produits d'hygiène, où globalement, quand vous livrez un bidon de 5 litres, vous avez 7-8% de matière active et 92% d'eau. Et donc on est parti dans une démarche où on a développé énormément les produits concentrés. Et des produits concentrés qui non seulement sont utilisables sur de grandes consommations pour nos clients, mais aussi qui sont conditionnés dans des systèmes de poches plastiques qui nous permet de faire ce qu'on appelle de la reverse logistique, c'est-à-dire de faire en sorte que le client n'ait pas le souci du déchet et le souci du bidon plastique à évacuer après consommation. Voilà. Donc on a énormément de développement et aujourd'hui la majorité des gammes que nous commercialisons sont conditionnées aussi en poche plastique, en bag-in-box, ce qui nous permet nous d'avoir une récupération des déchets plastiques beaucoup plus simple que quand vous livrez des bidons de 5 litres, des bidons de 20 litres ou des bidons de 60 litres. Voilà. C'est un des aspects de ce plan Océania, il y en a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, on est dans une démarche bilan carbone, on est dans une démarche EcoVadis et on est en train de progresser très fort sur tous ces sujets RSE. Voilà. C'est évident que le volet transport, logistique, contribue à limiter cette empreinte carbone. Hein. D'accord.
Et vous communiquez, comment vous valorisez ça, Philippe, auprès de vos clients? Très simplement, aujourd'hui, on valorise parce que les clients font appel à nous et on gagne des parts de marché, on se développe énormément parce qu'on est un des seuls sur le marché à proposer une offre de reverse logistique, ce que j'appelle la reverse logistique, et c'est souvent le plus difficile, hein. Livrer des clients, c'est compliqué. Reprendre de la marchandise, c'est encore plus compliqué. C'est ce qu'on appelle la logistique de retour. Et nous, on a appris ce métier, notamment quand on est rentré sur le marché des pressings, où on devait récupérer les bouts de perchloréthylène de chez les clients. Et on a adapté cette capacité à reprendre de la marchandise chez les clients à la reprise de bidons plastiques. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de clients qui signent des contrats avec nous. On a un contrat qui s'appelle Recycline et qui nous permet de garantir aux clients systématiquement la récupération des poches plastiques qu'ils utilisent. Voilà. Ok. Je crois qu'on arrive au bout. Oui, on arrive au bout. On arrive au bout de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Pas de questions, d'accord. Alors peut-être pour un petit mot de la fin, si on devait résumer entre biocarburant, gaz, hydrogène, etc. Et l'électrique, bien sûr. Alors on a compris, je crois, si on résume bien, que l'électrique ne peut pas répondre à tous les usages. Ça, c'est aujourd'hui techniquement pas possible, en fait. Alors comment, si vous deviez donner un conseil, on va le faire comme ça, si vous deviez donner un conseil, comment est-ce qu'un professionnel doit penser sa stratégie pour déterminer son choix? Vaste sujet. Alors, ça, c'est les carburants que tout le monde a en tête, hein, les carburants classiques, donc le diesel, l'essence, biocarburant, gaz, électrique. Ça, c'est ce qui se propose actuellement. Et là, vous avez un récapitulatif, quel mot compliqué, que vous allez pouvoir retrouver sur notre livre blanc, et sur lequel vous allez voir l'ensemble des contraintes et des avantages, ou plutôt des avantages et des inconvénients, on va faire comme ça, des différentes énergies qui existent à l'heure actuelle. On a pris le choix d'expliquer les avantages en fonction de la logistique en milieu urbain, périurbain, national, voire international. Et on voit bien que pour le moment, la partie électrique, elle s'applique essentiellement au milieu urbain. Et qu'à l'international, pour le moment, on en est encore très très loin. Vraisemblablement, il semblerait que l'hydrogène corresponde à l'ensemble des critères pour décarboner très rapidement et puisse aller sur tous les domaines d'activité. Sauf que se pose un problème sur la partie industrialisation et sur les grosses industries qui, pour décarboner justement leur bilan carbone, souhaiteraient s'approvisionner en hydrogène. Et donc, très clairement, comment faire? Déjà, prendre le kilométrage réalisé, s'assurer qu'il n'y a pas des pics de tournée, des saisonnalités, et dans le pire des cas, s'il y a des saisonnalités, voir comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser les tournées, ou voire les retravailler en optimisant le chargement, pour s'orienter sur l'énergie la plus adaptée. Encore une fois, le maître mot, c'est il n'y a pas d'énergie définitive, il y a autant d'énergie disponibles, en tout cas qui vont être applicables en fonction des activités de chacun. Et on voit quand même à quel point la partie logicielle peut être importante et judicieuse, hein, je crois. Très bien. Donc si nous n'avons pas de questions, eh bien dans ce cas, je vous remercie beaucoup d'être venu assister à cette table ronde. Je remercie mes deux intervenants. Merci. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Merci à vous. Merci bien.